Merci beaucoup Léa. Allez, on parle auto avec vous et attention, aujourd'hui, on a plein de cadeaux. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et le premier cadeau, c'est l'ami Jean-Luc qui est avec nous. Oh, elle est mignonne. Bonjour Dame Laurence et bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours un rayon de soleil, vous avez toujours le sourire, vous avez toujours le mot pour rire. Non, mais vous savez, je vous kiffe. Bon, Isabelle, votre femme, est au courant que c'est professionnel entre nous. Bonjour tout le monde, on est ensemble jusqu'à 13h30. Vous l'avez appris, vous le savez, vous l'avez constaté, les températures sont plus que caniculaires, donc restez à l'ombre et restez au mieux à ne pas faire de sport parce que c'est pas top. Et pour la voiture, tiens, d'ailleurs, les canicules. Que faire? Parce que là, il y a un paquet de voitures qui vont se retrouver sans doute arrêtées au bord de la route. Alors que faire si la voiture surchauffe? On vous donnera tous les conseils pour éviter qu'elle surchauffe. Tout au long. Et ce qu'il faut faire au cas où ça commencerait à grimper. Voilà, c'est effectivement, on reste avec vous aussi. Alors d'ailleurs, toutes vos questions, c'est dès maintenant. 0826 300 300, vous savez que cette émission est la vôtre. N'hésitez pas, si vous n'avez pas le temps aujourd'hui de nous appeler, on ne sait pas, ça peut arriver, de nous envoyer un mail pour participer prochainement à l'émission de la semaine prochaine, par exemple, ou la semaine d'après. Si vous avez des questions, je participe à sudradio.fr. Ah, tu fais bien, Laurence, toi. Voilà. Et vous mettez dans le corps du texte émission On parle auto et vous n'oubliez pas votre numéro de téléphone s'il vous plaît, puisse vous rappeler. Et vos prénoms. Et dans le On parle auto, c'est dans l'objet. Oui, alors moi, je tiens à dire que vous êtes un cadeau et que vous me faites un joli cadeau aujourd'hui. Parce que l'une des chroniques que j'aime beaucoup dans notre émission parle des classiques cars, des voitures anciennes. Et là, on va parler de voitures anciennes et de vin. Les deux, ouais. Exactement, il y a un site. Alors, en plus, il y a des histoires merveilleuses sur ce site. Alors moi aussi, je suis un amateur de vin. Et là, on va raconter une histoire que je trouve vraiment superbe. On dit rien pour l'instant. On dit rien pour l'instant. Bref, vous l'avez compris. Donc ça s'appelle Vin et Vintage. C'est beau. Voilà. Alors vous pouvez aller voir le site un petit peu avant si ça vous intéresse. Et c'est vrai que c'est deux passions dont on va parler tout à l'heure. Allez, évidemment, l'essai de la semaine dans la série essai de la semaine, ce sera la Toyota GR86. Politiquement incorrect, c'est une sportive, c'est pas un SUV, c'est pas électrique, rien du tout. Voilà. C'est bien. Et puis. Et puis voilà, on vous l'a dit, on va vous faire plein de cadeaux. Nous avons une magnifique montre à vous offrir. Une montre, c'est la Ice Solar Watch. C'est vraiment une montre assez incroyable. Qui manque dedans, il y a Power, tu as raison. Ice Power Solar. Et surtout, pour les amoureux de la Formule 1 et des Lego, puisqu'il y en a beaucoup qui, même adultes, font des Lego, on va vous offrir une magnifique boîte de Lego. Je vous en dirai un peu plus, mais attention, c'est du très haut niveau. C'est pas pour les enfants. C'est une série limitée, je crois. Ou alors les enfants qui sont très très doués et qui sont très patients et qui adorent la voiture. Parce qu'on peut monter dedans, c'est ça? Peut-être pas quand même, non, chouchou. Pas plus à notre taille, c'est mort. Allez, à tout de suite, c'est parti avec vous sur Sud Radio. On parle auto, bien sûr. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Évidemment, bien sûr, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Vous êtes les co-animateurs de cette émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio et de mettre un petit mot. Tout de suite, on va parler de surchauffe parce qu'on s'en est rendu compte. Ça cagne. Les températures grimpent. On l'a vu aujourd'hui, tout le monde a entendu la météo. On va dépasser les 40 degrés dans plein de régions en France. Une des journées les plus chaudes de l'histoire. Donc, je crois que la nuit, là, j'ai appris ça par les amis de la rédac, il y a eu une ville, un coin où c'est resté à 36 degrés la nuit à 3h du matin. Donc, alors, si les humains souffrent de cette chaleur, dites-vous bien que les voitures aussi souffrent de la chaleur. Et que faire en cas de surchauffe? On a avec nous Thomas Delhomme, qui est le directeur technique de Feu Vert. Bonjour Thomas. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Bon. Thomas, déjà, une voiture qui se met à chauffer, ça peut venir de quoi ? Il y a tout un tas de raisons qui peut générer de la surchauffe sur un véhicule. Il y a déjà la qualité de l'entretien du moteur, si le remplacement régulier du liquide de refroidissement, le contrôle régulier du niveau, et puis il y a aussi tout un tas de composants sur le moteur, notamment le radiateur, le carrostat, thermostat, le centre de température. Enfin, il y a tout un tas de le ventilateur. Enfin bref, tout ça, ça fait plein de sources de panne potentielles. Exactement. Et si la voiture est pas
pas bien entretenu, évidemment, au moment où on va avoir des chaleurs comme aujourd'hui, on va voir l'aiguille qui va grimper jusque dans le rouge. Est-ce qu'on peut prévenir ce phénomène-là de surchauffe? Alors la prévention principale, c'est, comme je viens de le dire, c'est l'entretien et de s'assurer déjà d'un bon liquide de refroidissement, aussi de contrôler la jauge de température régulièrement lorsque vous roulez, pour être sûr que la température moteur se régule correctement. Et puis, si vous constatez que ça commence à grimper, il ne faut pas attendre que ce soit dans le rouge pour commencer à faire quelque chose. Dès qu'on voit que les aiguilles commencent à monter, déjà on ralentit. Voilà, exactement, on réduit sa vitesse pour justement essayer de un peu moins solliciter le moteur. On réduit aussi le régime moteur. On peut rouler sur un rapport supplémentaire pour éviter justement d'aller chercher trop de puissance, et permettre au moteur d'essayer de s'auto-réguler. Et puis si malheureusement tout ça ne fonctionne pas, il y a toujours une méthode. Il y a une combine. Le chauffage à fond. Exactement, le chauffage à fond. C'est toujours d'actualité, que ce soit un véhicule qui a 30 ans, alors, un véhicule qui a 5 ans. Le paradoxe, c'est qu'on sauve le moteur, mais on tue les passagers. C'est ça. Ou alors on fait sauna. Ouvrez les fenêtres avant de mettre le chauffage. Est-ce qu'on peut expliquer ce qui se passe quand on met le chauffage à fond et pourquoi ça refroidit le moteur? Eh bien, on va venir aider donc le moteur. Il y a un circuit de refroidissement avec un radiateur. Donc, si le liquide fonctionne correctement dans le radiateur, circule correctement dans le radiateur, et que malheureusement la chauffe persiste, eh bien, on va utiliser le chauffage du véhicule pour essayer de dissiper un maximum de calories. Oui, il y a un deuxième radiateur, qui est le radiateur de chauffage. Et donc, on aura, au lieu d'avoir un radiateur à l'avant de la voiture, on aura un deuxième radiateur. Mais un deuxième qui crache à l'intérieur du véhicule. Qui crache à l'intérieur. Mais il faut savoir qu'une moindre surchauffe, même de quelques minutes, ça peut avoir des conséquences irréversibles sur un moteur. Donc c'est très très important de surveiller ça et de réagir correctement dès lors que vous le constatez. C'est quoi la panne la plus fréquente liée à la surchauffe? Alors on peut avoir la cause de la panne, Jean-Luc? Non, je veux dire le résultat. Si un moteur surchauffe, il va tomber en panne. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est quoi? C'est la rupture du joint de culasse, c'est le plus fréquent. Exactement. Le plus fréquent, c'est la rupture du joint de culasse. On peut avoir aussi certains dégâts au niveau du radiateur aussi, de la pompe à eau. Enfin, en tout cas, il y a tout un tas de composants. On peut casser son moteur en surchauffe? Ah oui, très facilement. Si on n'arrive pas à la réguler et si on n'est pas forcément très attentif et qu'on ne réagit pas rapidement, il peut y avoir des casses très rapides. Oui. Et Thomas Delhomme, vous qui êtes directeur technique de Feu Vert, il y a une question Facebook du troisième co-animateur de l'émission On parle auto, Stéphane, qui dit doit-on stopper le moteur ou laisser tourner pour refroidir le moteur? Alors si vraiment ça chauffe trop, si ça chauffe trop, il faut s'arrêter. On parle de réduire la vitesse, on parle de mettre le chauffage, mais l'objectif principal, c'est de s'arrêter. Il faut s'arrêter rapidement et arrêter le moteur notamment. Donc ouvrir le capot, essayer d'essayer d'arrêter cette période de stress pour le moteur. Il y a possibilité, alors surtout de ne pas ouvrir le vase d'expansion, enfin le réservoir de liquide de refroidissement, c'est très dangereux. Il y a un risque de touche à rien, quoi. Voilà. Ne pas arroser le moteur comme je l'ai vu faire. Parce que ça fait un choc thermique. Voilà. Par contre, vous pouvez verser un petit peu d'eau fraîche sur le radiateur si vous arrivez à le localiser, s'il est accessible. Ça peut aider à diminuer plus rapidement et pouvoir repartir, ou en tout cas tenter de repartir plus rapidement. Oui. Et si tout à l'heure on parlait, alors bon, évidemment il y a un ventilateur qui se met en route au moment où le moteur commence à monter en température. Si ce ventilateur ne fonctionne pas, c'est souvent ce qu'on appelle le calorstat, qui le déclenche. C'est souvent ça qui est en panne. C'est une pièce qui vaut 15 €, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire si le ventilateur se met pas en route et si on soupçonne le calorstat? Alors, l'idéal, ce serait, on a possibilité de chanter, la sonde de température. Enfin, le ventilateur peut ne pas se mettre en route pour un problème d'information. Il n'a pas l'information de la température, en tout cas, il n'a pas l'information de se déclencher. Du coup, on a la possibilité de chanter et de forcer la mise en route de ce ventilateur-là, ce qui est déjà une première chose, et puis du coup reprendre la fonctionnalité du radiateur. Enfin, du ventilateur, pardon. D'accord. Tiens, une question comme ça, parce qu'on parle là de voitures thermiques, mais
pour l'électrique. Une voiture électrique, ça chauffe aussi? Ça peut chauffer aussi? Oui, alors ça chauffe. Alors, bon, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais ce qui est sûr, c'est que ça chauffe. En tout cas, une voiture électrique, c'est refroidi. Le moteur est refroidi, les batteries aussi sont refroidies. Ce qu'on sait déjà, c'est que la température, et notamment les fortes températures, ont une influence sur la capacité des batteries, leur performance, et puis notamment leur performance et leur longévité, en termes d'autonomie, excusez-moi. Donc, effectivement, c'est un sujet, le refroidissement, qu'on aborde très souvent sur le thermique, mais ça va perdurer dans l'électrique, puisque un moteur électrique, des batteries génèrent aussi des calories qu'il faut absolument dissiper. L'ami Jean-Luc, aujourd'hui, si on peut éviter de prendre la voiture, autant éviter, on va dépasser les 40 degrés, surtout, pour plein de raisons. Surtout si vous roulez en diesel, on expliquera tout à l'heure pourquoi, parce que un diesel au-delà on expliquera tout à l'heure, voilà, donc ça c'est bien. Je vous explique tout à l'heure. Non, parce que je le connais, moi, mon ami Jean-Luc, il va partir sur l'explication et on va être dans les choux. Non, puis il y a aussi le fait que le carburant est très cher, que si on met la clim, on va user plus de carburant, donc si on peut ne pas rouler, autant en profiter, quoi. Pour ceux qui ont la clim. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Thomas. Thomas Delhomme, qui est directeur technique de Feu Vert. Alors, on parlera du diesel dans quelques instants, mais juste avant, vous avez aussi votre mot à dire. Vous avez envie de poser une question à l'ami Jean-Luc. Vous n'hésitez pas. 0826 300 300. Et je vous dis d'ailleurs que tout au long de cette émission, on ne sait pas à quel moment, l'un d'entre vous sera pris au hasard au standard de Sud Radio pour gagner la fameuse montre. Une montre pour vous remercier de nous écouter. Une Ice Solar Power Watch. Menteur. Quel coquin celui-là. Ne change rien, c'est comme ça qu'on t'aime. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et je vous rappelle que d'ici 13h30, nous allons vous offrir 2 jolis cadeaux. Il s'agit entre autres d'une super montre qui est une Ice Solar Power Watch, mais qu'il y aura aussi à gagner un magnifique... vous savez, vous vous souvenez, l'ami Jean-Luc, oui. Quand Renault Sport a fêté ses 40 ans, ils avaient sorti une très très belle série limitée de chez Lego avec une énorme voiture magnifique. Une Formule 1. Une Formule 1 Renault. On va la mettre en jeu aussi avant 13h30. Donc restez bien à l'écoute de Sud Radio et soyez au taquet, mes enfants. Allez, tout de suite, 0826 300 300, puisque c'est le numéro de téléphone que l'on vous propose de composer pour poser toutes vos questions. Dès maintenant, allez-y, et l'on accueille Emmanuel. Salut Emmanuel. Oui, bonjour Laurence, bonjour Maître Jean-Luc. Bonjour Emmanuel. Ce samedi de canicule. Bonjour Emmanuel. Comment ça va? Vous êtes où, vous? Massy, 91. Essonne. Oui, donc on connaît bien. On est à la même enseigne. Alors. Ouais, on connaît bien. Quelle est votre question? Alors, ma question concerne donc le mélange essence-éthanol. Donc, c'était pour savoir pourquoi, tout simplement, les stations-service ne proposent que du samplon 95 E10 et pas du E20 ou E30 avec les motorisations essence classiques. Ce serait quelque chose de tout à fait possible. Ouais. Alors il y a des pays où il y a déjà du E20. Je propose à Laurence d'ailleurs qu'on a testé parce que la Thaïlande roule au E20. Donc on pourrait faire une quinzaine spéciale Thaïlande. Bien. Voilà. Mais avant d'aller en Thaïlande, on va Californie au E15. Ah ouais. Ouais. Et puis alors on va poser la question à un spécialiste. On a avec nous Nicolas Courtsouglou qui est le responsable carburant du syndicat national des producteurs d'alcool agricole. Bonjour Nicolas. C'est le spécialiste de la betterave. Salut Nicolas. C'est la même blague que je fais à chaque fois. Spécialiste de l'alcool, il s'appelle Nicolas, c'est normal. Ouais. Et puis surtout, son nom c'est Glou à la fin. Enfin, moi je dis ça. Pardon, excusez-moi Nicolas, ça fait 3 ans que j'ai envie de la faire. Ça. Bon Nicolas, pourquoi on n'a pas de E20 ou de E15 chez nous? Pourquoi on s'arrête à E10? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de norme qui définit ce carburant E15 ou E20. Aux États-Unis, effectivement, vous l'avez dit, il y a du E15, mais il y a une norme qui encadre ce carburant-là, qui définit quel est le taux minimum, maximum d'éthanol ou d'eau, etc. Et pour la Thaïlande, pareil, c'est du E20. Il faut savoir qu'il y a effectivement des travaux en cours au niveau européen, au niveau du CEN, le Centre européen de normalisation, notamment sur cette norme E20. Donc il y a autour de la table des constructeurs, des pétroliers, des producteurs d'éthanol pour essayer de se mettre d'accord sur une norme qui assure que le carburant brûle la meilleure manière possible dans la voiture et que c'est assez facile à fabriquer pour les pétroliers, qu'il n'y a pas trop de problèmes logistiques. Nicolas, une voiture qui roulerait au E20, donc 2 fois plus d'éthanol que le E10 dans le carburant, est-ce que ça poserait un problème technique? Est-ce que les véhicules aujourd'hui seraient déjà adaptés ou il faudrait encore faire une évolution?
Justement, il y a plusieurs constructeurs qui disent qu'en fait leurs véhicules d'aujourd'hui sont techniquement compatibles avec les matériaux plastiques ou métaux qui peuvent tout à fait prendre un carburant qui contiendrait 20% d'éthanol. Mais évidemment, avant de donner le go sur d'utiliser un tel carburant dans leur voiture, ils veulent connaître toutes les spécifications, et donc notamment le taux de volatilité, la pression vapeur, etc. Oui, c'est un petit peu technique, mais grosso modo, il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça marche, c'est ça qu'il faut Non, il retenir. n'y a pas grand-chose à faire. Je crois qu'il y a même quelqu'un de très haut placé chez Volkswagen qui avait annoncé, mais il y a déjà plusieurs années, que toutes les Volkswagen, depuis 2011, pouvaient utiliser, essence évidemment, du E20. D'accord. Bon, alors moi je vais poser aussi une question. Il n'y a pas que Emmanuel. Il y a pas, voilà. Alors une question de Jean-Luc M de Paris. J'aime bien ce nom. Le monsieur s'appelle M. Oh, c'est beau. Voilà. C'est pas mal de chez Did. Non. Voilà, non, il chante pas. On a vu que la Commission, le Parlement européen s'était mis d'accord sur, pour faire simple, on va dire la fin des véhicules thermiques en 2035. On ne prend pas en compte ce qu'on appelle le cycle de vie des carburants pour faire fonctionner les voitures. Quand je dis carburant, je compte l'électricité aussi. Ça exclut l'éthanol. Pourtant, là, vous m'avez fait passer un communiqué avec des études qui ont été faites. Avec l'éthanol, on peut dépasser 100% de baisse de CO2. Comment c'est possible, ça ? Oui, wow. Alors effectivement, il y a certaines usines qui font de la captation de CO2 de fermentation, qui utilisent de la biomasse plutôt que du gaz naturel ou encore pire du charbon, qui font de la méthanisation des effluents. Donc en fait, l'éthanol qui sort de certaines usines peut être vraiment très très fort en réduction de CO2. Pour revenir au vote du Parlement européen du 8 juin dernier, d'abord c'est effectivement une erreur pour le climat, puisque il propose de faire une réduction de 100% des émissions de CO2, mais seulement en regardant le pot d'échappement. Or, oui, c'est un peu ridicule. Si on réfléchit vraiment par rapport au climat, il faut prendre tout le cycle de vie, on est d'accord, lié à la production de la voiture et à la production de l'énergie, que ce soit le carburant ou l'électricité. Et il se trouve que, effectivement, donc une étude de IFPEN qui est sortie début juin, et qui comparait une voiture électrique avec 400 km d'autonomie, donc c'est-à-dire une batterie de 60 kWh, donc qui est assez grosse, et donc ça ramène l'équivalent de 40 grammes de CO2 par kilomètre. En plus, donc avec le mix électrique, électrique français, il faut le préciser, qui est un des plus bas du monde. Donc sur la batterie toute seule, c'était 40 grammes. Et il faut rajouter 11 grammes pour la partie mix électrique français. Donc à la fin, avec un mix électrique français, donc très décarboné, une voiture hybride rechargeable qui roule à l'E85 et une voiture électrique avec une batterie qui peut permettre de faire 400 km, elles étaient toutes les deux à égalité à 87 grammes de CO2 équivalent par kilomètre sur tout le cycle de vie. Donc ça c'est au niveau français. Ouais. Mais évidemment au niveau européen, comme l'électricité est beaucoup plus carbonée, c'est en gros l'Allemagne et la Pologne qui font monter la moyenne, le véhicule électrique se retrouve à 146 grammes de CO2 par kilomètre et le véhicule hybride E85 est à 110 grammes de CO2 par kilomètre. Wow. Tout ça, si on va sur la Chine, c'est pire. Enfin, si on va sur le monde, c'est pire. C'est pire, quoi. Nicolas, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire bouger les lignes sur ça, justement, avec ces chiffres-là? Parce que là, on n'est qu'en France. C'est ça la vraie question. Oui, tout n'est pas terminé. On peut supposer que la science, à un moment donné, sera respectée. Il y a le Conseil européen qui doit se réunir le 28 juin prochain. Donc le Conseil, c'est les 27 pays membres de l'Union européenne. Donc là, on peut espérer qu'il y a un certain nombre de pays qui poussent le fait qu'il faut faire une analyse de cycle 2. Je l'entends bien, mais un moteur à éthanol, c'est un moteur thermique, ça veut dire que 2035, c'est fini? Justement, c'est ridicule. Mais bien sûr, mais aujourd'hui... Effectivement, avec la décision du Parlement européen et la proposition de la Commission européenne, ce serait cela. Alors, il faut quand même bien préciser que ce sont que pour les voitures neuves. Oui, mais quand même. Pour 2035 et après. Donc, ça veut dire qu'il reste quand même des dizaines de millions de voitures au niveau européen qui vont continuer à utiliser des carburants fossiles largement au-delà de 2035. Et donc, l'éthanol
a de la visibilité au-delà. Mais effectivement, basé sur la science, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucune voiture qui est zéro émission déjà. Et après, quand on regarde sur un cycle de vie complet, on se rend compte effectivement que le véhicule n'est pas électrique forcément la meilleure. Nicolas, si on veut garder l'électrique, il faut garder aussi toutes celles qui sont meilleures que l'électrique. Mais bien sûr. On est d'accord, on en reparlera. On en reparlera. Merci beaucoup. Nicolas, Merci Nicolas Konzoglou, responsable carburant au syndicat national des producteurs d'alcool agricole. Et merci à Emmanuel d'avoir posé la question sur la table en faisant le 0826 300 300. Vous faites comme Emmanuel d'ailleurs, vous avez une question à poser. On ne sait pas sur qui ça va tomber au standard avant 13h30 de pouvoir gagner cette magnifique montre. Je crois que Jean-Luc M a déjà appelé une quinzaine de fois. Mais donnez-moi votre téléphone, Jean-Luc. Donnez-moi, ça suffit. Mais quel sale gosse. Allez, à tout de suite. Je vais faire le sale gosse. Ah oui. L'essai de la semaine, c'est une voiture de sale gosse. Oui, mais on en parle tout à l'heure. On est déjà dans les choux. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on prend le volant d'ailleurs que vous pourrez retrouver vous aussi et le prendre sur la chaîne YouTube de Sud Radio, puisque vous avez avec On Parle Auto l'occasion de suivre les aventures volansquesques de l'ami et Jean-Luc. Ah ouais, j'invente des mots. Alors aujourd'hui, une voiture Toyota GR 86. GR, c'est pas un sentier de grande randonnée, c'est même tout le contraire, c'est politiquement incorrect. C'est au moment des SUV, de tous les trucs électriques, machin, rien de tout ça. C'est un coupé sportif, un moteur atmosphérique, en complet décalage avec donc la mode des SUV, des hybrides, des électriques ou des moteurs turbo-compressés. Voilà, rien de tout ça. Une ligne franchement racée. Alors là, pour le coup, je vous invite vraiment à aller voir les images sur, il faut la chaîne YouTube de Sud Radio. En plus, vous avez un sujet beaucoup plus long. Vous allez voir, je fais le guignol à la fin, c'est assez rigolo. Ah bon oui. Donc, ligne vraiment racée et une voiture tout de même polyvalente parce qu'elle offre un coffre qui fait 177 litres. Donc, ça va. Et c'est ce qu'on appelle une 2+2. Donc, si vous avez des amis QJAD, vous pouvez les transporter à l'arrière. Il y a de la place. Oh non. Oui, mais ça, c'est le problème de ce genre de voiture. C'est le problème, exactement. Voilà. Bon, alors, quand même, pour parler des défauts, parce qu'il y en a quelques-uns, l'intérieur, ça rappelle un peu les japonaises des années 90. C'est très plastique. Le compteur, ça fait console de jeu de la fin des années 90. Il y a Mario Kart qui va arriver. C'est ça, ouais. En revanche, l'équipement est vraiment très complet. Mais vous allez me dire, sur ce genre de voiture, ce qui compte, c'est ce qu'il y a sous le capot. Et sous le capot, il y a un moteur qui a été développé avec Subaru. C'est un 4 cylindres à plat. 2,4 litres. Alors, il y avait un modèle précédent qui s'appelait la GT86, qui était à peu près la même forme et qui avait un moteur 2 litres sous le capot. Et c'était un petit peu décevant. Je vous explique pourquoi après. Là, on a un double système d'injection. La puissance, elle est de 234 chevaux et surtout, le couple a augmenté par rapport au précédent modèle. Maintenant, on est à 250 Nm de couple à 3700 tours minute. Auparavant, c'était 205 à 6004. Donc, c'était un moteur très pointu. Celui-là, il est moins pointu. D'abord, on est bien installé au volant. Les suspensions sont fermes, mais c'est pas tape-cul. Le son du moteur, il est quelconque quand on est à basse vitesse. Mais la voiture, je vous disais, est beaucoup plus agréable que la précédente génération parce qu'on peut rouler doucement. La précédente, la GT86, le moteur, il était creux. Donc, quand on roulait tous les jours, franchement, on s'ennuyait. Là, on s'ennuie pas. Mais on n'est plus obligé de jouer constamment de la boîte de vitesse. C'est vraiment très bien. Mais évidemment, ce qui est le plus sympa, c'est quand on commence à accélérer un petit peu. Alors, le moteur, il a gagné en disponibilité. Ça se ressent au niveau des performances. 0 à 100, 5 secondes 3. Donc, c'est bien. Mais c'est pas ça le mieux sur cette voiture. C'est qu'elle est hyper simple à utiliser. Bon, déjà, je vous ai dit, le moteur, il est assez discret quand on roule normalement. Par contre, quand on va commencer à taquiner la zone rouge, là, ça chante. En fait, c'est une sorte de feulement. Alors, c'est repris aussi, il est à moitié artificiel parce que c'est repris par les haut-parleurs de la voiture qui vous génèrent à l'intérieur un bruit. On a l'impression d'être un pilote de rallye. Le poids est contenu, 1270 kg, il y a une bonne répartition des masses. Le centre de gravité est bas parce que c'est ce qu'on appelle un moteur boxer, donc c'est à cylindre opposé, donc ça fait un centre de gravité très bas. On a un différentiel autobloquant mécanique qui s'appelle un Torsen. Ah là, vous m'avez perdu là. Voilà. Transfert autobloquant mécanique. Non, un différentiel. Un différentiel. Bon, c'est une propulsion. Et le truc, c'est que quand on appuie, on a un petit bouton, on appuie, ça s'appelle track. Voilà. Et là, ça vous neutralise les aides à la conduite. Et si vous avez déjà fait du karting, ça se conduit comme un karting. On la fait glisser, on la place où on veut. Bon, c'est un karting très rapide. C'est ça la différence avec. Voilà, c'est pas le 125 cm3 sur circuit. Exactement. Mais alors, on a roulé sur circuit avec la voiture. Franchement,
c'est un grand panard, cette voiture. On descend, tout le monde avait un sourire jusqu'aux oreilles, et tous les journalistes qui étaient là, tout le monde a dit, mais bon, Et vous m'avez pas est-ce invité, que ces voitures-là vont disparaître? C'est la question. Et la réponse, malheureusement, c'est oui. Parce que l'auto, elle est pas chère. Elle vaut 33 900 €. Donc il faut l'acheter maintenant. Vu les sensations. Ah ben non, vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous savez, en France, on est un pays où il y a du malus écologique. Voilà. Et donc, comme les émissions de CO2, c'est pas une voiture qui a été optimisée pour avoir des émissions de CO2 basses, les émissions sont élevées, elle aurait dû choper 40 000 € de malus. Mais dans son infinie bonté, l'État a dit on limite à 50% du prix de la voiture. Donc, elle écope de 16 950 € de malus. Voilà. Ce qui, quand même, pique un petit peu les yeux quelque part. Donc, il s'en vendra pas beaucoup. Mais moi, je vous dis tout de suite, c'est un futur collector. Bon, à la fin de la vidéo, je dis Renault avait inventé les voitures, vous voyez, ça glissouille. Ah, c'est joli, ouais. Renault avait inventé les voitures à vivre, Toyota. Toyota fait des voitures à jouir. Voilà. Ouh, ça c'est fait. On va vous appeler Jackie et Michel, vous maintenant sur Sud Radio. Mais jouir, ça ne veut pas dire forcément sexe. Ah mais non, ça veut dire plaisir, voilà, ouais, de la jouissance. Ah ouais, un plaisir c'est du plaisir extrême. Exactement. Voilà, comme quand on déguste un joli vin ou qu'on passe un joli moment avec les gens qu'on aime. C'est du plaisir extrême. Et ben voilà, une super auto géniale. Ouais, vous avez adoré. Ouais. Ouais, ça se voit. Mais alors donc pourquoi vous disiez que ça se voyait que ça glissait, c'est que vous le savez que pendant l'émission, notre ami Bastien qui réalise cette émission, joliment installé aux côtés de Aude qui vous attend au standard, il met les quelques extraits d'images de votre essai sur cette fameuse Toyota. Et je rappelle à tous que la Toyota GR86, vous voyez de l'extrait total sur la page YouTube de Sud Radio. Alors, qu'est-ce que l'on fait maintenant? Eh bien, on va continuer, on va parler d'environnement. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va parler d'environnement avec vous, Émeric Weyland. Bonjour Émeric. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes cofondateur d'Electric Test Days. Voilà, il faut bien se rattraper après l'essai de la Toyota GR86. Donc là, on va proposer d'essayer des voitures électriques dans Paris. Mais c'est ouvert au grand public. Ouais, voilà, c'est la troisième année consécutive. C'est bien ça, Émeric, hein? Oui, c'est bien ça. Il y a trois choses à pas rater demain. C'est dans n'importe quel ordre. Mais c'est la fête des pères, d'aller voter et d'aller essayer une voiture électrique au Parc Floral. Ah, joli. Monsieur a le sens de la communication. C'est de quelle heure à quelle heure, justement? Alors, les visiteurs, nous les accueillons de 10h à 19h. D'accord. Où? Donc, Parc Floral, de Paris. D'accord, c'est du côté de Boulogne, du bois de Boulogne. Non, c'est Vincennes, pardon. En dessous de Vincennes, exactement. Oui, s'ils vont à Boulogne, ils vont pas. Mais en même temps, je peux traverser. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Parce que l'idée, c'est un mini salon, c'est ça, et les gens peuvent essayer les voitures. Oui, voilà. Toute l'idée de base qu'on s'est fixée avec Yann, c'était de dire passez pas votre journée à aller faire 5 ou 6 concessions. On va appeler les constructeurs, appeler les concessionnaires et leur dire est-ce que vous voulez organiser avec nous une journée où les gens intéressés par l'électrique peuvent venir essayer différents véhicules. Donc on a des constructeurs qui ont répondu à l'appel. On a le Parc Floral qui nous a proposé un circuit, une boucle d'1 kilomètre, donc on peut le faire plusieurs fois, on peut faire 5-6 kilomètres si on veut, avec une petite ligne droite d'accélération sur le parking. C'est assez bucolique, c'est entre les arbres, c'est assez joli. Et donc ce qu'on peut y faire, c'est surtout essayer des véhicules, parler aux experts qui sont présents de chaque marque. D'accord. Et c'est gratuit. D'accord. Ça c'est important. Ouais. Alors il faut s'inscrire quand même au préalable. C'est-à-dire j'arrive pas les mains dans les poches en me disant je vais monter dans une voiture. Non, nous on demande l'inscription sur electrictestdays.com parce qu'en fait il y a une entrée, le Parc Floral est payant normalement, mais si vous êtes inscrit sur electrictestdays.com, l'entrée vous est offerte. Oh. Et soit vous venez à pied avec le métro ligne 1, vous montrez à l'entrée votre email que vous avez reçu de confirmation Electric Test Days, ou pour tous ceux qui veulent venir en voiture, on a prévu un parking qui est encore une fois gratuit. Et là, dans la confirmation de l'email, vous avez le point GPS pour l'entrée du parking qui est de l'autre côté. Parce que maintenant, le Parc Floral, le stationnement autour est devenu payant. Ouais. Mais c'est plus pratique de venir, on pose sa voiture, on fait son essai et puis on repart. Ouais. Émeric, qu'est-ce qu'on peut essayer? Qu'est-ce qu'il y a comme véhicules qui sont présents dans lesquels on peut monter? Alors, on a 10 véhicules présents. Ça représente 7 marques. Donc, je vous les énumère si vous voulez. Oui, allez-y. Chez Kia, on a la EV6. Voiture de l'année en plus. Ouais, voiture de l'année 2022. C'est excellent parce qu'en plus, elle a une prise 220 dedans, donc on peut charger son ordinateur, son sèche-cheveux ou n'importe quoi. On a la Kia e-Niro. On a la marque Skoda aussi avec la Enyaq. Oui. Volvo arrive avec 3 véhicules, le C40, XC60 et XC40.
Donc il y a D'accord. un hybride rechargeable dans les trois. Audi avec le Q4, donc ça en réservation c'est un carton. La Cupra Born, la Volkswagen ID5 et on a aussi un 2 roues qui est le scooter Seat MO. D'accord. Donc je peux essayer autant de voitures que je veux si je suis inscrit? Oui, en moyenne on a 540 tests disponibles de 10h à 19h. Mais il y a toujours des annulations, des no-shows. Voilà, donc on trouvera toujours une voiture pour vous disponible. La chose, c'est qu'il faut juste être inscrit pour pouvoir s'inscrire, rentrer sur le parking ou passer par la guérite du parc floral sur electrictestday.com. Mais sur les 10 véhicules, il y a souvent un véhicule qui tourne pas et on a prévu des petites boissons rafraîchissantes et tout le temps, si vous avez 5 minutes d'attente pour le test pour patienter. Ouais, puis demain il fera un petit peu moins chaud qu'aujourd'hui. Normalement. Donc ça devrait être plus agréable. Normalement. Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez faire et transporter dans d'autres villes de France? Ça, c'est la grande question. Bah ouais. Ce serait bien. Hein. Là, on l'a fait, c'est la 3e fois qu'on le fait. On l'a fait une fois au Paris Event Center et 2 fois au Parc Floral. Bon, sur les 2 dernières années, on avait des conditions assez particulières avec une crise sanitaire, donc c'était assez compliqué. Mais on a eu des appels de mairies qui sont intéressées. Et encore une fois, les marques avec qui on parle qui sont là ont aussi des concessions à Nice, à Bordeaux, à Toulouse, à Nantes. Donc oui, l'idée c'est quand même assez pratique pour les constructeurs et les concessions parce que c'est nous qui nous occupons d'aller chercher tous les testeurs via nos campagnes marketing. Et ensuite, soit la mairie nous prête un lieu, ou soit nous on trouve un lieu adéquat où on peut quand même bien essayer être en bonne condition réelle de conduite. Bon, en tout cas, très bien. Écoutez, Émeric, si on a le temps demain, on rappelle l'adresse, donc c'est Parc Floral à Vincennes. Oui, puis Electric Test Day surtout pour aller sur le site. Le site internet et s'inscrire. Voilà. Ouais, c'est important. Electrictestday.com, il y a tout dessus. Il y a 3 choses à faire demain, c'est la fête des pères, voter et les Electric Test Day. On a bien compris. Merci beaucoup, Émeric Valland de Electric Test Day sur Sud Radio dans On parle auto aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous avais prévenu depuis midi et ce jusqu'à 13h30, nous allons avoir 2 super cadeaux à vous offrir. Eh ben on va mettre, vous savez quoi, la fameuse, alors je le dis pas parce que ça va être la question. Enfin si, je peux le dire, la fameuse Renault Formule 1, mais attention, il y a une question là-dessus. En Lego. Donc c'est quand même juste après la McLaren 720S et la monoplace Ferrari SF70H. Ils ont fait cette magnifique voiture que nous vous offrons aujourd'hui. C'était aussi pour commémorer les 40 ans Renault. Comment s'appelle cette fameuse Formule 1 Renault? Alors il y a quand même, vous allez vous éclater. Hein. C'est pour plus de 16 ans quand même. Hein. Il y a plein de petites pièces, c'est assez sublime. Elle fait un peu plus de, enfin elle est grande. Hein. C'est une belle bête. Elle mesure, vraiment 5,40 mètres. Hein. 5,40 mètres? Ouais, non, monsieur. Si. 5 mètres. Non. Non, elle ne mesure pas 5 mètres. C'est la vraie qui mesure 5 mètres. C'est ça. Mais la Lego, elle est évidemment plus petite, mais elle va quand même prendre de la place sur l'étagère. Comment s'appelle cette fameuse Renault en Lego que l'on vous offre? C'est un cadeau hors du commun. Est-ce que c'est la RS17 ou est-ce que c'est la JLM 2022? Est-ce que c'est la RS17 ou la JLM 2022? Quel suspense! Non. Allez, pour gagner cette magnifique maquette Lego de la vraie Renault, hein, je ne vous en dirai pas plus, vous appelez tout de suite le 0826 300 300. C'est notre jolie Aude qui vous accueille gentiment, merveilleusement, avec beaucoup de bienveillance et sa jolie voix au standard de Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et ça ne vous a pas échappé, évidemment. Nous sommes sur une semaine très chaude avec la pointe caniculaire aujourd'hui, avec plus un de pic 40 de pollution. degrés. Vous avez vu ce matin en région parisienne, les véhicules qui sont au-dessus de ce qu'on appelle critère 2, c'est les fameuses vignettes, là, c'est-à-dire critère 3, 4, 5, et puis n'ont pas le droit de rouler. Non classés n'ont pas le droit de rouler. Bon, très sérieusement, je suis venu ce matin avec mon scooter. Non, je suis venu en scooter, qui est critère 2, donc j'ai le droit de circuler. Mais moi aussi, ma voiture est critère 2. J'ai vu des véhicules qui n'avaient pas le droit de circuler, qui circulent. Alors, pour être très honnête avec vous, l'ami Jean-Luc, c'est que moi, j'ai pas entendu l'information. Heureusement que je fais ce métier et que du coup, je me renseigne, mais je l'ai pas entendu sur les médias. Bon, après, j'ai peut-être mal écouté. Mais on a un double problème en fait. On a un pic de pollution à l'ozone. Alors c'est quoi l'ozone? L'ozone, c'est un polluant secondaire qui se forme sous forte chaleur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pic de pollution à l'ozone l'hiver. C'est les polluants initiaux pour la formation de l'ozone. C'est des aérosols et principalement les oxydes d'azote, les fameux NOx qui sont émis par les voitures diesel. Or, on a limité la vitesse
à cause de ce pic de pollution et interdit la circulation des véhicules les plus anciens. D'accord. Ce qui, ma grand-mère aurait dit, est un cataplasme et une jambe de bois. Parce que en fait, les diesels, c'est pour ça que je disais tout à l'heure dans le lancement, si vous avez un diesel, il faut laisser votre diesel au garage quand la température dépasse 30 degrés ou 35 degrés. Mais pourquoi donc ? Au moins pour la santé des autres. C'est pas que votre voiture craint plus que les jours où il fait plus frais, c'est juste que les systèmes de dépollution, et ça on l'a découvert avec le Dieselgate, mais on le savait avant déjà, sont désactivés au-delà de 30 degrés. Et comment on explique le ça ? dispositif, parce qu'en fait, c'est très compliqué de dépolluer un diesel. Un moteur essence, en fait, il y a ce qu'on appelle un catalyseur. Tout le monde a un catalyseur 3 voies qui est dans l'échappement. Il est dans l'échappement. Il fait son boulot. C'est un système passif. Sur un diesel, on a 2 problèmes à régler. Les particules, c'est un système passif. Il y a un filtre dans l'échappement qu'il faut régénérer de temps en temps, ce qui pose problème, puisqu'il se bouche si on fait par exemple trop de ville. Ouais. Et le deuxième problème, c'est les oxydes d'azote. Et pour arriver à éliminer les oxydes d'azote, on a des systèmes qui ne sont pas des systèmes actifs, qui ne sont pas des systèmes passifs, qui sont des systèmes actifs. Et ces systèmes actifs, quand il fait trop chaud, ça devient compliqué, ça peut altérer la fiabilité de la voiture. Donc les constructeurs ont fait le choix, vu qu'à l'homologation, on mesure les voitures à 20 degrés et pas au-delà, ils ont fait le choix, au-delà d'une certaine température qu'ils estimaient est assez peu fréquente, mais malheureusement avec le réchauffement climatique, on va y venir de plus en plus souvent, les températures, alors il y a certains qui arrêtent de dépolluer à 30 degrés et d'autres qui arrêtent de dépolluer à 35 degrés. Ça signifie quoi ? Ça signifie que même un diesel récent, qui a le droit de circuler aujourd'hui, il va émettre 10 fois plus de polluants que si on était à une température entre 20 et 30 degrés, à cause de ça. Donc les autoriser à rouler et interdire un diesel ancien de circuler, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, c'est un non-sens. Et c'est très étonnant, c'est que les gens qui nous dirigent, à la lumière de tout ce qu'on sait aujourd'hui, n'arrivent pas à comprendre ça. Ils continuent avec leur stupide vignette critère, c'est ridicule. Hein. Franchement, c'est ridicule. On parle vrai sur Sud Radio. On parle vrai. Les ZFE, c'est ce que je dis. La ZFE, telle qu'elle a été imaginée, c'est une connerie monstrueuse. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Si on veut vraiment limiter la pollution, il faut prendre des mesures efficaces contre la pollution. La pollution, particules, ozone, etc., c'est 40 jours par an. Pendant 40 jours, on interdit les véhicules qui polluent vraiment le plus et on laisse circuler les autres sans les emmerder. Donc le message que vous donnez aujourd'hui à l'ami Jean-Luc avec 40 degrés... Si vous voulez éviter que tout le monde en subisse les effets néfastes, parce qu'on est dans un pic de pollution assez sévère... Mais pas partout en France ? Alors, dans les grandes villes, voilà. Montpellier, Bordeaux... Et ceux qui diront, il n'y a pas que l'automobile. Alors, sur les oxydes d'azote, la moitié de la pollution aux oxydes d'azote, c'est les voitures et c'est les diesels très majoritairement. D'accord. Donc, aujourd'hui, si vous avez un diesel, que vous voulez faire un geste civique, vous le laissez chez vous, parce qu'il va polluer beaucoup plus que d'habitude. Ok. Et puis, vous prenez soit la deuxième voiture, soit vous restez aussi chez vous pour vous reposer, parce qu'avec ces températures-là... Oui, d'un temps comme ça, c'est vrai. Il y a Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio qui nous dit « Et le système Blue ?» l'AdBlue. Non mais justement, tout ça, ça va être... Vous oubliez tous les systèmes de post-traitement. Tout ça, c'est neutralisé à partir du moment où la température est trop élevée. Au-delà de 35 degrés, il n'y a aucun diesel qui dépollue les oxydes d'azote. D'accord. Il y a Aouch qui nous dit, sur mon Audi A4 de 2001, pas de FAP. Oui, 2001, oui. C'est 2011 l'obligation sur les diesels de filtre à particules. Voilà, en tout cas. Mais on avait chez Peugeot en 2001, il y avait déjà les premiers filtres à particules. Bon. Mais là, ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est pas les particules, quoique on pourrait, si on avait beaucoup plus de temps, parler des particules secondaires qui vont être générées justement par cette absence de dépollution. Il y en aura aussi. Mais ce qui nous pose problème, c'est déjà les NOx aujourd'hui. Les NOx qui vont créer l'ozone qui aujourd'hui est en excès. Et puis on va évidemment le redire, on l'a dit en début d'émission, si vous pouvez éviter de prendre votre voiture aujourd'hui, faites-le pour plein d'autres raisons. Et puis surtout vous, parce que si vous tombez en panne avec 40 degrés dehors, vous n'allez pas trouver la blague très jolie. Pousser la voiture, ça va pas être terrible. Donc restez à la maison si vous le pouvez, ou allez à pied, je sais pas, ou voir les copains, les voisins. Enfin, en même temps, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Pas de sport avec un temps comme ça, et puis la pollution qu'on a dans les villes. Allez, on y va. Maintenant, on va parler pneus. Tiens, boum. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et nous allons tout de suite accueillir Stéphane Bilot, qui est chef de produit chez Bridgestone. Bonjour Stéphane.
Bonjour. Bonjour Stéphane, et on va parler de semi-slick. Et là, vous allez me dire, voilà. Et c'est quoi le semi-slick? Voilà, ça c'est la question. C'est quoi le semi-slick, Stéphane? Oui, merci de donner la parole à Bridgestone sur un sujet de passionné, parce qu'on est sur un produit passionné. Le semi-slick, il porte son nom, c'est un pneu qui paraît à moitié lisse. On ne travaille pas la profondeur de sculpture, on travaille la surface au sol. Donc c'est un pneu d'apparence, il a une bande de roulement très lisse et ça permet d'assurer une grande surface de contact sur l'asphalte. On est sur un produit d'hypersport, principalement utilisé sur circuit. Beaucoup de produits sont homologués route, mais on est sur un produit de circuit où on va vraiment se faire plaisir. On va aller chercher de la tenue de route, de la tenue en virage et des accélérations. D'accord. Alors c'est quand même un pneu avec lequel je peux aller avec ma voiture sur le circuit pour me faire plaisir, mais j'ai le droit, si je me fais arrêter par la police, j'ai le droit de rouler avec ces pneus-là. Tout à fait. Par exemple, le semi-slick, le tout dernier Bridgestone Potenza Race, aujourd'hui, c'est un produit qui est homologué route. Il est parfaitement possible d'aller sur les routes, mais sa performance, le plaisir que vous allez à utiliser, c'est sur circuit, puisque effectivement, vous allez pousser votre véhicule à ses limites, dans les virages et dans les lignes droites. Et effectivement, il est homologué sur route. Quand vous reprenez la route après votre track day, puisque je parle à des gens qui ont l'habitude d'aller utiliser leur véhicule sur circuit, quand vous quittez le circuit, vous vérifiez l'usure, vous vérifiez la pression, et effectivement, vous pouvez rentrer chez vous avec ce produit-là, mais qui est moins adapté sur un usage de transport. Alors vous avez parlé d'usure, parce que quand on assiste à des courses automobiles, on voit qu'ils changent les pneus même en cours de route parce qu'ils sont usés. Alors là, votre semi-slick, on va faire de la piste avec. Je peux rentrer chez moi ou il va être usé tout de suite? Non. Est-ce qu'on arrive à avoir de la longévité tout en ayant une tenue de route extrême avec ces pneus-là? Avec un semi-slick, on ne va pas chercher la longévité. Aujourd'hui, on va chercher la tenue de route, la performance en virage. Et effectivement, on a une usure plus rapide qu'un pneu classique, que les auditeurs peuvent avoir sur leur propre véhicule. Le pneu classique, aujourd'hui, on va lui chercher de la performance sur route sèche, sur route mouillée. On va lui demander d'être confortable, de limiter le bruit, de durer. Un semi-slick, on lui demande d'être performant dans la tenue de route, dans les virages. On a des carcasses très solides et on a effectivement des performances kilométriques qui sont moindres qu'un pneu classique. Ouais. Alors ceux qui mettent ce genre de pneus sur leur voiture, parce que ça fait plus joli, parce que vous avez dit il y a moins de dessins, et c'est vrai que ça donne un aspect course à un véhicule quand on a un pneu comme ça. C'est pas un peu idiot, parce que alors je peux pas les dénoncer, mais j'ai un ami qui fait ça. Alors, je pense qu'il m'écoute et il sait de quoi je parle. Je vous parlais, on est vraiment sur un sujet de passionné. Pour le lancement du Bridgestone Potenza Race, Bridgestone a étudié cette typologie de conducteurs, les conducteurs hypersport. On a étudié, on a interrogé plus de 2000 consommateurs en Europe, et on voit bien qu'à l'intérieur de ces conducteurs sportifs, il y a des conducteurs sportifs occasionnels, mais il y a des vrais passionnés de sport, et qui font, quand on regarde leur profil, qui sont pour la moitié d'entre eux dans des clubs automobiles. On connaît tous autour de nous des gens qui sont dans des clubs sport, des clubs Ferrari, et donc principalement des hommes et des gens entre 35 et 50 ans. Le sujet spécifique de ce consommateur-là, c'est qu'il connaît parfaitement sa voiture. Il sait les produits qui sont dedans, il connaît les marques de ses pneumatiques, il connaît tout sur sa voiture, et généralement, dans 2 tiers des cas, il fait l'entretien lui-même. Donc, on a vraiment un profil de passionné sur ce type de véhicule. Quand il va se payer une journée de circuit sur un track day, il va aller pousser son véhicule au maximum, et il va mettre un produit comme le Potenza Race pour aller faire de la vitesse, de la pointe, ce qui effectivement n'est pas possible et ne doit pas être fait sur route classique. Et c'est bien pour ça que ces track-days se font largement. Ne faites pas ça chez vous. Non. Vous voyez, je m'étouffe. Le Potenza Race, donc c'est un pneu tout nouveau. Qu'est-ce qu'il apporte par rapport à la génération précédente ? Alors, Bridgestone est le manufacturier qui investit le plus en R&D, et ce type de produit extrêmement exigeant est vraiment pour nous l'occasion d'aller chercher des technologies qu'on va pouvoir utiliser sur des pneumatiques classiques. Clairement, aujourd'hui, le semi-slick, c'est un pneu qui est asymétrique, c'est-à-dire qu'il n'a pas un dessin d'un côté à l'autre de la bande de roulement identique. On va aller chercher de la carcasse très solide. Quand vous regardez le pneu, c'est un pneu très carré.
Sur les pneus de tourisme classiques, on a un léger arrondi. Là, on va chercher des épaulements très carrés parce que la carcasse ne doit pas se déformer dans les virages. Et puis, voilà, c'est vraiment la performance sur le sec. C'est vraiment son point fort. Donc, on va chercher des composés de gomme aussi qui nous permettent d'avoir des distances de freinage extrêmement courtes. Hein. On passe de 100 à 0 km/h en 30 mètres. Donc, on va chercher vraiment à travers le composé de gomme, à travers le profil, à travers la carcasse, de répondre à des conducteurs qui vont chercher le meilleur temps autour. Hein. Voilà, quand on compare les produits, c'est vraiment un point important. Et vous parliez des coureurs automobiles tout à l'heure. C'est bien ça qui compte pour eux, et toujours en sécurité, avec des bonnes tenues de route en virage et des bonnes accélérations. Donc il est disponible alors là depuis le mois de juin, 13 dimensions, du 17 au 20 pouces. On trouve tout ça sur le site Bridgestone, j'imagine. Alors, vous avez ça à travers l'ensemble de nos partenaires de distribution. Donc, vous l'avez et vous pouvez le demander dans l'ensemble de vos points de vente. Il est disponible. Il n'y a pas d'exclusivité. L'ensemble de la distribution peut vous le proposer. Et donc, oui, il est disponible progressivement puisque les 13 dimensions arrivent. Alors, on a 2 dimensions qui étaient déjà développées en monde d'origine depuis le début de l'année, puisqu'on travaille avec des marques prestigieuses comme Lamborghini, avec la Huracan qui est sortie, mais aussi avec Seat et la Leon Cupra. On est déjà en monde d'origine sur ces véhicules-là, donc les dimensions existent. Et puis, on a développé les 13 dimensions pour aller équiper évidemment Porsche, parce qu'il y a beaucoup de possesseurs de Porsche qui font des journées circuit, mais aussi Mercedes, toutes les Audi RS. Voilà, on a de la dimension, et Ferrari, j'ai oublié Ferrari. Voilà. En tout cas, il y a des belles marques. Merci. Écoutez, merci Stéphane Billot, chef de produit chez Bridgestone. Voilà, maintenant ma mère sait ce que c'est qu'un semi-slick. Moi aussi d'ailleurs. Hein. Voilà, du coup, je suis très contente. Merci beaucoup Stéphane. Passez un bon week-end. À vous aussi. À bientôt. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et nous avons, je crois, le bonheur d'accueillir Yann au 0826 300 300. Salut Yann. Oui, bonjour. Mais dites donc, bonjour Yann. Vous avez donc répondu correctement à la question pour gagner cette magnifique boîte Lego de la Renault exceptionnelle pour les 40 ans à l'époque de Renault. C'est une Formule 1, vous allez l'adorer. Mais cette Renault, c'est quoi? C'était la RS17 ou la JLM 2022? Alors, c'était très sympa, JLM 2022, mais c'était la RS17. Ouais, JLM 2022 pour Jean-Luc Moreau, évidemment. Ouais. Tout le monde l'avait compris. C'est pour ça que je trouvais ça très sympa. Mais peut-être que la prochaine sera comme ça chez Renault, parce qu'il pourrait vous rendre hommage. Qui sait. Mais en tout cas, Yann, c'est gagné. On est ravis de vous offrir cette boîte de Lego exceptionnelle. Sympa. Alors, vous avez passé un peu de temps, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle à travailler. Alors, je vais même pas passer de temps dessus, parce qu'en fait, je vais l'offrir à un pote qui est collectionneur de Lego. Oh, génial. Et je pense que ça va lui faire super plaisir quand je vais lui envoyer. Ah bah c'est cool. Voilà. Vous lui ferez des bisous de la part de... je dirais que ça vient de Sud Radio. Et de l'équipe de On Parle Auto, avec Bastien également à la réalisation, JLM de Paris au micro, et Aude également. On vous embrasse très fort, Yann. Aude, et vous remerciez Aude, parce que super sympa au standard aussi. Donc, ouais, non mais on est une équipe... Merci à toute l'équipe de Sud. Eh ben avec plaisir. C'est vrai qu'on est une jolie équipe à Sud, on aime beaucoup. Merci. Allez, à suivre. Bonne journée. Bonne journée Yann. On va continuer évidemment à vous accompagner après le journal, et puis je vous rappelle qu'avant 13h30, on va offrir à celui ou celle qui va venir poser des questions auto. Oui, voilà, alors vous venez posez vos questions auto et on en sélectionnera une. 826 300 et celui qui passera 300. À l'antenne, il gagnera. On va y aller là. Montre. Chut. Ah mais il est incroyable cet homme. Il est plus bavard. C'est son côté féminin que moi. Vous avez des questions à poser? 826 300 300. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Non mais je crois qu'il faut qu'on explique qu'il fait très très chaud, et je pense qu'on a les neurones qui sont en train de se ramollir. Merci de nous retrouver sur Sud Radio dans On parle auto avec vous jusqu'à 13h30, puisque ensuite on vous laissera avec la jolie équipe de l'ami Alain Marty, et c'est Invino. Mais tout de suite, on va vous accueillir, parce que vous savez que c'est le moment où vous allez pouvoir poser vos questions. On rappelle à tous que d'ici 13h30, on va prendre au hasard un coup de téléphone au 0826 300 300 qui aura besoin de vos conseils, qui aura besoin de poser des questions à l'ami Jean-Luc pour offrir une magnifique montre, la Ice Watch Solar Power. Solar Power. C'est pas dans le bon. C'est pas grave, c'est une montre dans le désordre. Et puis surtout, que vous êtes attendu. On va parler de quelque chose qui me passionne, c'est de vin et vintage. Et ça sera dans notre rendez-vous classique car. Tout de suite, c'est Isabelle qui nous rejoint au standard de Sud Radio. Salut Isabelle. Bonjour. Bonjour Isabelle. Ça Bonjour. Oui, ça va chaudement, mais ça va. Vous êtes où? Alors, j'habite à côté de Narbonne. Ouf, ok.
Voilà, donc il fait assez chaud. Mais encore aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, donc c'est quand même plus supportable qu'hier. Bon. Voilà. Et donc j'aurais une question à vous poser parce que je garde ma voiture dans mon parking. Seulement, je n'ai ni arbre ni garage. Et j'aurais voulu savoir ce que je pouvais faire pour protéger la carrosserie. En fait, parce que c'est un petit peu... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment très bon de laisser une voiture au soleil et s'il y a vraiment trop de danger pour la carrosserie. Alors, les peintures ont fait des gros progrès. Alors, pas tant les peintures d'ailleurs que les vernis qui ont fait des gros progrès. Souvenez-vous, quand j'étais petit, on voyait des voitures qui avaient des couleurs qui étaient complètement passées. Oui. Les rouges, d'ailleurs, ça partait assez rapidement. Le rouge, et les R5 rouges, elles devenaient orange rapidement. Et puis, toute la peinture, toute la couleur passait. Aujourd'hui, les vernis ont des traitements anti-UV, parce que c'est les UV qui sont dangereux pour la carrosserie, qui sont beaucoup plus efficaces. Mais ce que vous pouvez faire pour encore renforcer la protection de la peinture, c'est on essaye de les mettre à l'ombre. Ça c'est le conseil de Laurence. Après vous pouvez mettre une housse sur la voiture, mais c'est pas facile de rouler avec quand on a une housse dessus. Ou alors faut faire des trous. Même pour une femme. Sinon vous avez, alors en plus vous aurez une belle voiture parce qu'elle va briller. Vous avez aujourd'hui des cires de protection et en particulier des cires. Alors il y a un produit moderne qui arrive justement dans ce qu'on appelle le detailing, parce qu'en fait ça a un nom. Ceux qui font super briller leur voiture. Tiens, petite parenthèse d'ailleurs, si vous voulez me faire un cadeau pour Noël. Encore oui, encore un. Ouais. Moi j'ai ma hausse, elle est plus assez grande. Non, mais Jean-Luc, juste de la cire pour la voiture. Ah. D'accord. La cire de Carnauba. Non, c'est une cire de Carnauba. On la trouve où et ça coûte combien chez Swiss Wax pour 1 400 €. Non mais il va pas bien ce garçon. Non mais Isabelle, venez on boycotte. Je vous parle pas de ça, Isabelle. On boycotte l'ami Jean-Luc là, il va pas bien. Isabelle, je vous parle pas de ça. Je vous parle de produits qui contiennent de la céramide et qui protègent. Alors, ça va faire briller votre voiture. En même temps, ça va protéger la carrosserie, des petites rayures, des salissures. Elle se nettoiera plus facilement. Et il y a des filtres UV dans la plupart qui vont également protéger, qui vont assurer la durabilité de la couleur dans le temps. Donc c'est gagnant sur tous les tableaux. Un crème anti-solaire pour les voitures comme pour nous. C'est un peu ça. Voilà, pour schématiser. Et ça coûte cher ? Non, ça coûte pas très cher. Vous allez dans les centres auto pour 20 €. Vous avez des produits très efficaces. Alors le truc, c'est que par contre, faut se relever les manches parce qu'il va falloir d'abord laver la voiture. Avant de passer ces produits-là, il faut déjà bien nettoyer la voiture, donc avec des shampoings spécifiques. Vous pouvez toujours la passer au rouleau si vous avez la flemme. On peut aller maintenant, il y a les Karcher, on va pas les nommer. Bleu. Voilà. Ou les autres. Vous faites bien l'éléphant, mais vous m'avez pas trompé sur ce coup-là. Vous pouvez laver. Donc vous devez laver très correctement votre véhicule et ensuite vous verrez sur le flacon. Alors faut pas l'appliquer en plein soleil. Donc vous l'appliquez, vous laissez un peu sécher, ensuite vous lustrez, vous aurez une voiture super brillante et qui sera protégée. Bon. Et c'est vrai que la protection, elle est. Alors en fonction des produits, elle varie entre 1 mois et 3 mois. Ça veut dire tous les 3 mois, il faudra recommencer. Mais vous aurez toujours une belle auto, c'est l'avantage. Et puis alors là, c'est d'actualité parce qu'il y a les canicules. On le fait quand même en hiver ou Oui, bien sûr, parce que l'hiver vous avez d'autres agressions qui ne sont pas forcément le soleil, mais vous avez des agressions quand il y a du sel sur la route, par exemple, ça va protéger aussi. Et ben voilà, Isabelle, à Narbonne. Merci beaucoup pour. Donc les produits céramiques sont les derniers, les plus efficaces. Et on les trouve dans tous les centres auto. Et on les trouve. Il y a plusieurs marques. Je ne vais pas les citer, mais il y en a plein. Il y a plein de marques qui font ça. Merci beaucoup, Isabelle. On vous souhaite un super week-end. Merci beaucoup. Et merci d'avoir fait le 0826 300 300. D'ailleurs, faites comme Isabelle, au revoir. Vous avez une question à poser, vous avez besoin d'avoir les conseils de l'ami Jean-Luc pour quelle voiture choisir, par exemple, ou une toute autre question. Il faut appeler maintenant parce qu'avant 13h30, il y en a un d'entre vous qui va peut-être se voir offrir une montre Ice Watch. On n'en dit pas plus. Power. Power Solar. Power Solar. C'est dans quel sens ? Power Solar Watch. Solar Power, c'est pas ça ? Si tu veux. Mais en même temps, c'est pareil. C'est une montre, donc c'est au bras en fait. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et ça, c'est enfin le cadeau que j'attendais de l'ami Jean-Luc depuis longtemps. Dans ce rendez-vous Classic Car, que j'aime déjà particulièrement, on va parler de vin et de vintage. Bonjour Philippe Jaunet. Bonjour.
Bonjour Philippe, donc vous avez créé un site, le premier site des passionnés de voitures anciennes et de bon vin, et ça tombe bien parce qu'on est vous avez 2 clients potentiels qui sont autour de la table. C'est vrai qu'il y a, on va dire que les esthètes sans doute aiment les belles autos et les bons vins, c'est ça? Enfin, il y a des passerelles entre les deux. Tout à fait, parce que belle voiture, bon vin, c'est le même amour des belles choses, de faire durer quelque chose dans le temps. Il y a le côté patrimoine, il y a un patrimoine viticole, il y a un patrimoine automobile, et très souvent chez ces vignerons, il y a le croisement de ces deux passions patrimoniales. Et souvent, c'est soit les voitures du papa ou du grand-père qu'on a sorti de la grange, ou alors c'est la réalisation du rêve de jeunesse. On achète la voiture ancienne, celle qui vous faisait rêver quand vous aviez 15-20 ans. Voilà. C'est les deux schémas à chaque fois. Et vous nous faites découvrir à travers des voitures anciennes donc des domaines viticoles. À chaque fois, on prend une voiture qui illustre un domaine. Comment ça fonctionne sur votre site? C'est souvent la voiture du propriétaire du domaine. À chaque fois, oui. C'est le site internet, ça s'appelle vinetvintage.fr, parce qu'à chaque fois, c'est un vigneron et une voiture ancienne. Il faut vraiment qu'il y ait les deux. Et donc, ça m'amène effectivement à sillonner un petit peu la France. C'est dur. Vous êtes où? Si vous avez besoin d'un. Non, là c'est ma partie. Toi, tu t'occupes des voitures, moi je m'occupe des vins. Mais je partage, parce que le vin, c'est le partage. Mais on peut se mettre d'accord, il n'y a pas de problème. Non, mais en plus, il y a des super belles histoires. J'en ai lu une qui me touche particulièrement, parce que d'une part, ça parle de Porsche 356B. Donc, ça, une voiture que j'adore. Et d'autre part, ça parle de mon vin préféré. Château Smith-au-Lafitte, un Bordeaux, un Pessac-Léognan. Et en fait, il y a une histoire incroyable de la famille Catiard qui possède le domaine. C'est que, alors je vais vous laisser la raconter. Resituer, on va remonter longtemps en arrière déjà. Ben oui, parce que ça nous remonte à 1968 où les Catiard étaient tous les deux membres de l'équipe de France de ski avec Jean-Claude Killy. Et donc, à l'époque, Monsieur Catiard draguait sa jolie petite brunette qui est devenue Madame Catiard par la suite. Donc ça a marché. Et pour bien l'emballer, il avait effectivement une Porsche 356B cabriolet. Oui. Avec laquelle il lui avait donné quelques frayeurs, donc ça avait dû faciliter les choses. Sauf que Catiard faisait partie d'une famille qui avait des supermarchés dans la région grenobloise. Et à la mort de son père un peu brutal, il a dû reprendre les choses en main. Et on va dire que ça la foutait mal quand même d'aller voir les clients au Porsche 356. C'est clair. Donc, à son grand désespoir, il avait dû revendre sa Porsche pour aller voir les clients avec une R18 Brex. C'est moins de l'amour. Oui, mais c'est bien aussi. Puis, c'est du vintage. 30 ans après, fortune faite, parce qu'après, c'est lui qui avait créé la chaîne Go Sport, etc. Donc, ils revendent tous leurs magasins et il se lance dans le vin en achetant... avec bonheur, moi je vais le dire. Voilà. Oui, mais à l'époque, Château Smith-au-Lafitte, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. C'était vraiment un vignoble un peu à l'abandon. Et donc, au début, en plus, ils ont démarré dans des conditions épouvantables. Ça a gelé, il y a eu de la grêle, bref. Au bout de 10 ans, tout a bien marché. C'est un superbe domaine, effectivement, en Pessac-Léognan. Et ça le taraudait. Il regrettait vraiment à tout jamais cette Porsche 356B cabriolet et tout. Donc, il rêvait d'en retrouver une. Donc, il en parle à un de ses copains qui était garagiste de voitures anciennes à Paris. Il écoute, si tu m'en trouves une un jour. Bon. Son copain, un jour, l'appelle. Il dit, écoute, j'ai pensé à toi. J'en ai une en ce moment. Si tu veux, viens la voir et tout. Donc, Catiard monte à Paris. Il arrive chez son copain. Il rentre dans le garage. Et là, c'est pas une Porsche 356B cabriolet. C'est ça. C'est la Porsche 356 cabriolet, la sienne, 30 ans après. Oh, c'est énorme. C'est vrai que c'est une belle histoire. Parce que sur le tableau de bord, il avait monté un autoradio, il avait monté quelques accessoires. Il y avait encore les trous qu'il avait fait à l'époque et tout. Donc, et voilà. Et donc, 30 ans après. Il l'a toujours, j'imagine, cette voiture. Ils l'ont, bien sûr, ils l'ont toujours. Mais en tout cas, merci de partager ça avec nous. C'est super, des histoires comme ça, il y en a plein. Adore. Donc, c'est sur Vin et Vintage. Voilà. C'est vinetvintage.fr. Alors, vous qui vous appelez Sud Radio, il y a un problème. C'est que plus on descend dans le sud de la France,
moins on trouve de vignerons qui ont des voitures anciennes. Donc, dans vos auditeurs, il y a des vignerons qui ont des voitures anciennes, qui n'hésitent pas, ils sont les bienvenus sur vin-et-vintage.fr. Voilà. Ils peuvent soit vous écrire directement sur votre site internet, je pense qu'il y a la rubrique contact, sans problème. Philippe, vous êtes situé où, vous, Philippe? Moi, je suis en région parisienne, mais bon... on va se rencontrer, alors. Journaliste vitivinicole que je suis, on va se rencontrer, jeune homme. Très bientôt, jeune fille. Allez, on vous embrasse fort. Tout le monde sur vin et vintage. En direct. Ouais. Et puis de passion partagée, parce que le vin, c'est que le partage et la convivialité, c'est ça. Et surtout ça. C'est politiquement incorrect, mais c'est pas grave. Non, mais on parle pas de politique, là, on parle de plaisir. Allez, je vous embrasse et d'émotion. Ok. Merci, on vous embrasse. Salut Philippe. Allez, dans quelques instants, on va rencontrer la personne qui a fait le 0826 300 300 pour poser une question. Quelle auto choisir? Mon petit doigt me dit que peut-être ce serait cette personne qui pourrait gagner cette fameuse montre, la Ice Solar Power Watch. Je ne vais pas savoir la dire dans le bon sens. Enfin, c'est une belle montre en tout cas, c'est ça surtout. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Aldi. Le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Juste avant de conclure notre rendez-vous, vous savez qu'après vous avez rendez-vous avec l'ami Alain Marty et toute l'équipe de Invino. Quelle auto choisir? Et c'est François que nous accueillons. Bonjour François. Bonjour François. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc et merci d'avoir. Oui, il n'a pas de prénom. Juste. On voulait vous faire une petite blagounette. Est-ce qu'on peut, François, attendez, on va juste réécouter cet extrait parce que il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien lui c'est pareil, c'est juste. Bon, votre prénom, François. Alors c'est François, on est d'accord. Alors déjà une première bonne nouvelle, François, puisque vous savez que depuis midi on offrait une magnifique montre qui s'appelle une Ice Solar Power. Je l'ai dit dans le bon sens. Je l'ai écrit sur ce coup-là. Eh ben c'est vous, voilà. C'était. Si. Quel bonheur. Ben ouais, c'est notre deuxième prénom. Au revoir. Merci Jean-Luc. Et évidemment, vous êtes arrivé au 0826 300 300. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire ce numéro de téléphone si vous avez des questions à poser à Jean-Luc, parce qu'il peut y avoir des jolies surprises comme ça. Vous, c'est pour choisir une auto. On vous écoute. Oui, tout à fait. On arrive en fin de LEA au mois de novembre avec cette nouvelle voiture qui est celle de mon épouse. C'est une BMW i3 120 ampères et on est vraiment ravis de cette voiture. Et malheureusement, dans le choix des nouveaux modèles électriques, je ne vois pas de premium compact électrique arriver. Et je ne sais pas si Jean-Luc... parce que vous êtes allé chez BMW, ils vous ont fait voir le X1, je pense. Oui, ils nous ont fait découvrir en grande pompe en avant-première le X1 en nous disant qu'il y aurait un modèle électrique de celui-là en fin d'année. Mais c'est un SUV. Bon, le i3 est tellement avant-gardiste, moderne, que retomber sur un SUV, ça nous tente guère. Et puis c'est surtout pas la même taille, c'est un peu plus long comme véhicule. Donc, est-ce que Jean-Luc, je vous pose la question solennellement, y aura-t-il bientôt, à votre connaissance, une compacte électrique premium? Mais il y a des, alors premium, ça dépend ce qu'on appelle premium. Alors c'est vrai que la i3, esthétiquement, moi j'ai un peu de mal. Extérieurement, j'ai du mal, mais par contre à l'intérieur, c'est vrai qu'il n'y a pas une autre voiture électrique ou même une autre voiture qui propose un intérieur comme ça. On a l'impression d'être dans un salon, on a l'impression d'être dans son salon. Vous avez l'intérieur avec le kit bois dessus? Tout à fait, c'est la finition Lodge qui est vraiment très chouette et vraiment on a ça nulle part ailleurs, comme vous le dites. Ouais, alors vous faites combien de kilomètres avec cette voiture par jour? Parce que c'est la clé, c'est ça. Par jour, on fait 150, mais on peut faire plus. On est parti en vacances avec et en Bretagne, ça posait aucun problème. 150 quand même par jour, pas mal. 150 vous roulez par beaucoup. Jour, parce que il y a un modèle sur le marché, mais il est un petit peu onéreux, qui en termes de performance est pas très loin de la i3. C'est la Honda i. Mais le problème, c'est que... Alors à l'intérieur, c'est très chouette. C'est un style complètement différent, mais c'est très chouette aussi. Le problème, c'est qu'elle a une autonomie qui est assez réduite. Elle consomme beaucoup d'énergie. En revanche, il y a un truc qui est sorti chez un constructeur français récemment. La Renault Mégane. La Mégane... Et vous êtes très fan, hein? Ouais, la Mégane, elle est... Extérieurement, elle a vraiment un look qui se démarque des autres modèles. Et puis, à l'intérieur, alors c'est pas
c'est pas le raffinement de la i3 dedans, mais par contre, on a franchi une nouvelle étape. C'est la voiture, pour moi, qui a l'interface homme-machine aujourd'hui la plus performante. C'est la seule voiture dans laquelle on monte, avec qui on peut vraiment discuter. François, vous êtes... Oui, pourquoi pas. Surtout, je l'ai aperçu comme ça déjà sur la route une fois, et c'est vrai que esthétiquement extérieur, j'ai trouvé le modèle très intéressant. Maintenant, reste en effet à découvrir l'intérieur, mais ça pourrait... Non, mais l'intérieur, c'est vraiment bien. L'intérieur, c'est bien. Bon. Vous n'aurez pas le bois, vous n'avez pas les petites touches, comme je disais, raffinées qu'on a dans la i3, mais par contre, vous avez un très grand écran, vous avez la possibilité, c'est Google qui a fait l'interface de la voiture. Vous montez dans la voiture, vous dites je vais à tel endroit, et c'est la seule. On a essayé là récemment, je faisais partie d'un jury, on a essayé 23 voitures électriques, c'est la seule, même la Porsche ça n'a pas marché. On monte dedans, on lui dit coucou, je veux aller là, et elle vous emmène à l'endroit que vous avez demandé. C'est la seule. C'est la seule. C'est limite une espèce d'avancée sur l'autonomie il y a encore un pas, quoi. Alors on ne parle pas d'autonomie là. Non, mais sur l'autonomie homme-machine, c'est-à-dire que vous n'avez plus rien à faire, quoi. On peut vraiment dialoguer avec l'auto, elle comprend tout. Est-ce que je peux poser une question qui fâche et autant à vous, l'ami Jean-Luc, qu'à vous, François. C'est un peu la limite du LOA, parce qu'on est dans une période où on devrait un petit peu stopper les consommations à outrance. LOA, au bout de 3 ans, vous rachetez une voiture neuve. Il n'y a pas quelque chose... C'est pas moraliste, ce que je dis, c'est une vraie question que je pose. Vous voyez, moi, j'ai un LOA qui se termine l'année prochaine. Je me demande si je vais pas garder la mienne, en fait, si je vais pas la racheter, quoi. Voilà. Et il vous propose d'ailleurs, François, de garder l'auto ou pas? Pour l'instant, on n'est pas rentré encore en phase de négociation. Je sens bien que BMW veut tenter de me faire aller sur un autre modèle. Alors, ils m'ont parlé aussi de Mini. Ils m'ont dit que, vous savez, c'est le même groupe, BMW Mini. Oui, mais ça sera une Mini. C'est Mini, Ça sera une Mini. Ça sera pas une voiture avec un look original. Ça moi, sera je suis pas super fan de la Mini. Elle est jolie, mais bon. En secret, m'ont-ils dit aussi que BMW préparait peut-être un modèle compact un petit peu plus fun, un petit peu plus décalé, un peu vers 5.3. François, entre nous, en secret, tous les constructeurs préparent des voitures électriques. Donc de dire, c'est pas un secret que de dire va y avoir des nouvelles voitures électriques. Un peu décalé a priori. Mais vous voulez l'électrique en tout cas. Oui, nous on a testé l'électrique depuis 3 ans. On s'est rendu compte que c'était très chouette. D'ailleurs, en écoutant les conseils de Jean-Luc, souvent, on s'est rendu compte que voilà, on était prêt. Puis en ce moment, avec le prix du carburant, vous devez rigoler quand vous faites le plein chez vous. Mais c'est voilà, la différence entre le carburant électrique et le carburant essence paye carrément un peu un bon bout du crédit, quoi. On en est là. C'est assez étonnant. Donc vous ne reviendrez pas en arrière. Vous voulez pas une voiture thermique? Non, pas thermique, ni hybride, non, rien. Électrique, quoi. Électrique et vraiment du 100% électrique. Alors, je pense qu'en effet, là, l'effet d'annonce 2035, c'est qu'on va aller les constructeurs vont être de plus en plus créatifs parce qu'en fin de compte, la création ne se fera plus, la différence sera plus sur les moteurs. On aura tous des moteurs électriques, des châssis un peu semblables. Bon, maintenant, j'attends que l'esthétique, change un petit peu. Bon, en tout cas, vous avez les conseils de l'ami Jean-Luc qui a vraiment eu un gros coup de cœur sur la Mégane. Oui, mais je suis pas tout seul. La firme Renault s'est relancée là. Tous les journalistes qui étaient aux essais, on a tous été unanimes sur le. On vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie et encore merci pour cette très belle montre. Très merci bien. François, bonne journée. On sera toujours à l'heure. Merci, au revoir. Allez, pour conclure, les news de la semaine. Sud Radio, on parle auto. Et ce sont de mauvaises nouvelles pour commencer le tour d'horizon de cette semaine. Exactement, oui. La première, c'est que Ford a décidé d'arrêter de prendre des commandes pour la version FlexiFuel de la Fiesta. Le succès est tel que les délais de livraison ne peuvent plus être garantis par les concessionnaires. Donc le modèle a été retiré provisoirement du catalogue. Il faut dire que si vous demandez une voiture maintenant, vous ne serez pas livré avant mi-2023 au mieux. Bon, la raison principale, c'est bien entendu la pénurie des composants électroniques et sans doute également que la Fiesta est un véhicule qui génère beaucoup moins de marge que les modèles plus gros. Donc, si on avait à éliminer celui-là, on peut toujours commander un Puma, un Kuga ou une Focus FlexiFuel avec des délais de livraison, avouons-le, déjà extrêmement long. L'autre mauvaise nouvelle, c'est l'arrêt d'une partie de la gamme GPL Dacia. Les raisons sont les mêmes. Le fabricant des installations GPL, l'italien Landi Renzo, est lui aussi touché par la pénurie des composants. Tous les modèles GPL du constructeur roumain sont concernés, à l'exception, pour l'instant, de la Sandero. Et des 10 dernières secondes, Stellantis quitte l'association des constructeurs automobiles européens. Le numéro 2 européen de l'automobile, qui est né de la fusion Peugeot-Citroën et Fiat Chrysler, sanctionne sans doute par ce retrait qui sera effectif début 2023 l'incapacité
capacité de l'ACEA, une organisation de lobbying qui regroupe 16 grands constructeurs basés en Europe, à peser sur la décision d'interdiction de vendre des voitures en 2035. Donc ils n'ont pas réussi. Donc ciao, Stellantis a dit on fera notre truc de notre côté. Voilà. Eh ben super. Merci beaucoup l'ami Jean-Luc. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de avec bonheur. des montres à gagner, non? Je sais pas, on verra. Et il faut laisser la surprise. Merci à tous. Merci à Bastien d'avoir réalisé ce rendez-vous. Merci à Aude d'avoir été au standard. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Invino.